Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Christian Maigrelis. Bonjour, monsieur Maigrelis. Alors, vous Bonjour. êtes l'auteur du livre tellement d'actualité, Le naufrage de l'Union soviétique, chose vue de Christian Maigrelis chez Transcontinental d'édition. On avait parlé au moment de cet anniversaire de la chute de l'Union soviétique, de ce que vous avez vécu de l'intérieur, puisque vous étiez l'un des conseillers de Mikhail Gorbatchev. Vous étiez l'un des seuls Français à conseiller Monsieur Gorbatchev. On nous dit beaucoup dans cette affaire. Le seul étranger. Le seul étranger en plus, voilà. On nous dit beaucoup dans cette affaire que, si je fais une synthèse, des observateurs, des commentateurs, voilà, qui savent tout sur tout, c'est que Vladimir Poutine a la nostalgie de la Grande Russie et qu'il veut reconstituer cette Grande Russie et qu'il veut prendre sa revanche sur justement la chute de l'URSS. Que pensez-vous de ces propos que l'on entend à longueur de temps dans les médias ? Écoutez, je pense que c'est une idée fixe de Vladimir Poutine qu'il s'est forgée depuis toujours, depuis son enfance. Il a déclaré après la fin de l'URSS que c'était une catastrophe géopolitique, que la fin de l'URSS était une catastrophe géopolitique. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais en tout cas, ça avait l'air d'être son idée, ça ne l'a pas lâché. Et lorsque la Géorgie a commencé à vouloir faire à jouer à l'indépendance, il lui a saisi 2 territoires, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qu'il a toujours en gestion. Ensuite, la Bélarousse s'est rangée sous son panache, sans difficulté. Et donc, il l'a laissée telle qu'elle était. Elle lui convenait. Il restait l'Ukraine. Et dans l'Ukraine, la partie des territoires russophones qui, pour lui, était comme une épine dans la chair, et en particulier la Crimée, qui n'avait appartenu que quelques dizaines d'années à l'Ukraine, puisque elle avait été réunie à l'Ukraine par un trait de plume à l'époque de Khrouchtchev. À l'époque où Khrouchtchev voulait être élu secrétaire général du PC, de l'Union soviétique, et où il avait besoin des voix du Parti communiste ukrainien. Et comme il avait une mauvaise réputation en Ukraine, compte tenu de son activité de commissaire politique de l'armée rouge pendant la guerre, il n'a rien trouvé de mieux que de faire cadeau à l'Ukraine de la Crimée. Par conséquent, il n'y a pas eu de demande particulière, il n'y a pas eu de référendum, il n'y a pas eu de consultation nationale, il n'y a rien eu du tout. Il y a eu un quart d'heure de discussion au bureau politique et puis la signature d'un morceau de papier qui fait que toute l'Ukraine est devenue russe. Et là, on était quelque temps après la mort de Staline. Staline est mort en 53 et ça a dû se passer en 57 ou 58. Par conséquent, les Ukrainiens qui sont à majorité russophone n'avaient pas bien supporté cette tutelle de l'Ukraine et s'étaient trouvés particulièrement contents de revenir dans l'orbite russe. Il restait donc plus que les territoires russophones continentaux, si je puis dire, de l'Ukraine, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le Donbass, et qui est en jeu, c'est ce qui est en jeu aujourd'hui. Si je comprends bien votre explication, Christian Maigrelis, Vladimir Poutine s'arrêtera à l'Ukraine, il n'ira pas plus loin, alors que certains craignent une escalade vers les pays baltes notamment. Pour vous, ce n'est pas du tout son objectif alors? Non, il sait que les pays baltes ont toujours été rebelles à la Russie, qu'il n'y a aucune parenté entre les Baltes et les Russes. Il a vu ce qui s'était passé avec la Finlande, il connaît son histoire. La Finlande s'est détachée de la Russie à l'époque de la Révolution. Et c'est très bien, et ça en est très bien trouvé, puisque
partant d'un niveau économique équivalent à celui de la Russie tsariste, elle est devenue un des pays les plus riches du monde pendant que la Russie, l'économie russe stagnait pendant des décennies et des décennies. En restant sur votre analyse, cela signifie que ceux qui craignent que nous sommes peut-être à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, on peut aussi s'amuser à se faire peur, se trompent aussi, parce que finalement, le but de guerre peut être atteint et la paix, finalement, peut revenir assez rapidement selon la tournure des négociations, l'Ukraine ou pas l'Ukraine, ou le Donbass ou pas le Donbass. Dans tous les cas, il aura gagné son Donbass, c'est ça? Oui, il aura gagné son Donbass de toute manière, et il aura confirmé son leadership sur la Crimée. Le statut de l'Ukraine reste encore en discussion, puisque si les négociations, de vraies négociations et pas de fausses négociations comme maintenant, si de vraies négociations s'engagent, le statut de pays de république indépendante de l'Ukraine sera sauvegardé. Si des négociations ne peuvent pas s'engager, et si l'armée russe finalement occupe tout le pays, la question de savoir si l'Ukraine redeviendra une région russe se posera. On ne peut pas dire à ce stade quelle sera l'issue de toute cette affaire. Ça dépendra d'une part de la position militaire des uns et des autres, et d'autre part de leur opinion publique. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'opinion publique russe n'approuve pas la guerre d'Ukraine, mais que l'opinion publique russe n'admet pas non plus le blocus qui lui est imposé par les Américains. Donc il y a à la fois une critique de Poutine, mais en même temps un profond attachement à Poutine dans la mesure où il apparaît aujourd'hui comme le sauveur de l'indépendance de la Russie. La faiblesse de Vladimir Poutine a-t-elle été de sous-estimer le poids de l'opinion publique occidentale? 1. Le poids de l'opinion publique ukrainienne. 2. Avec ces gens qui se battent, qui se rebellent, voilà. Et aussi une partie du poids de l'opinion publique russe. Ils ont goûté au miel. Donc maintenant, revenir dans un pays fermé, etc., ça leur fait peur, ça les séduit pas vraiment. Qu'en pensez-vous? Oui, moi je crois que l'opinion, ce qui l'a surpris, c'est la résistance de l'armée ukrainienne. Ils s'attendaient pas du tout à ça. Ils s'attendaient à une espèce de blitzkrieg avec la fuite de Zelensky très rapidement aux États-Unis ou en Allemagne, et l'occupation de Kiev, la mise en place d'un gouvernement pro-russe, et ensuite les troupes se retirant lentement. C'est la résistance des Ukrainiens qui l'a surpris, qui lui a fait perdre du temps, et ce temps de résistance a permis à l'opinion publique mondiale de se réveiller, de prendre conscience de ce qui se passait et de commencer à manifester. Et de là est venue la prise de conscience de l'opinion publique russe, qui a été la dernière à se réveiller, qui s'est réveillée, mais qui s'est réveillée au moment où l'Occident imposait un blocus terrible à la Russie, où le rouble se dévaluait, où les prix augmentaient, où les magasins se vidaient, et où par conséquent les Russes se sont rappelés de l'époque soviétique, quand on ne trouvait rien dans les magasins et qu'on n'avait pas d'argent et qu'on vivait comme des malheureux. Et là, ils ont très peur de revenir à cette époque-là, et ils pensent que le seul Poutine peut les protéger. Donc l'opinion publique russe, qui au début était contre la guerre de l'Ukraine, aujourd'hui est en train de changer, et c'est ça qui est le plus embêtant. C'est très intéressant. Votre analyse est très intéressante, parce que vous nous dites que plus les sanctions sont fortes, plus l'opinion publique russe se solidarise avec Poutine,
alors que dans notre cervelle d'occidentaux de l'Ouest, on aurait tendance à penser que plus c'est dur, plus ça risque de leur rappeler les récessions de l'Union soviétique, plus ils vont chercher à renverser Poutine pour élire une sorte de Macron ou de Trudeau russe. Pour mettre au pouvoir, pas pour élire, pour mettre au pouvoir une sorte de Macron ou de Trudeau russe. Non, alors là, on est loin du compte. Ils vont pas. Il y aura aucune tentative de déstabilisation de Poutine. Poutine contrôle tout actuellement. Et il le contrôle beaucoup plus qu'un secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique pouvait contrôler, parce que à cette époque-là, ce président était un homme qui était élu par le bureau politique et par le comité central, et il était sous contrôle permanent. Un petit peu comme Xi en Chine, qui est sous contrôle permanent du comité permanent, qui a 8 membres, et par conséquent, ce n'est pas une autocratie, mais c'est une octocratie. Eh bien, Poutine échappe à ça maintenant. Il est le seul à la barre. Et il a façonné la totalité de l'administration russe pour qu'elle lui soit soumise. Il n'y a pas d'opposition ni dans l'armée, ni dans l'administration, ni dans la police. La seule opposition qui existe, c'est une opposition politique, mais c'est plus une opposition d'abstention qu'une opposition positive. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui personnalise l'opposition à Poutine. Ceux qui ne sont pas d'accord avec lui ne vont pas voter, point à la ligne. Avez-vous connu ou rencontré déjà Vladimir Poutine ? Oui, je l'ai connu. Je vous ai dit que je l'avais connu à Saint-Pétersbourg, quand il était fonctionnaire de la mairie, à l'époque où le maire s'appelait Anatoly Sobchak, et était un des 2 maires qui avaient été élus démocratiquement avec le maire de Moscou à la tête des grandes villes russes. Et à cette époque-là, Vladimir Poutine s'occupait des relations internationales à la mairie. Et je l'avais rencontré à ce titre, puisque moi je m'occupais, à la demande du Kremlin, de la promotion de la perestroïka économique de Gorbatchev auprès des chefs d'entreprise occidentaux. Donc, il m'avait proposé d'entrer dans un comité de renaissance de Saint-Pétersbourg, ce que j'avais accepté à l'époque, et puis Gorbatchev a été renversé, et puis les choses se sont dissoutes, et Poutine a été recommandé à Yeltsin par Sobchak, qui voulait avoir quelqu'un qui défende les intérêts de la ville de Saint-Pétersbourg à Moscou, et il a été nommé conseiller au cabinet de Yeltsin quelques mois après, donc je l'ai perdu de vue à ce moment-là. J'ai une dernière question à vous poser, cher Christian Maigrelis. Je rappelle que vous avez été conseiller de Mikhail. Je dis Mikhail, oh là là, quelle erreur. De Mikhail Gorbatchev, hein, voilà, je corrige. Oui, c'est ça, Mikhail. Quelle erreur, je me corrige en direct. La dernière question que je voulais vous poser, on est tous soucieux du bien-être de ces pauvres Ukrainiens. On les voit, ces femmes, ces enfants fuir le pays, cette guerre, c'est tragique, on a envie que ça s'arrête, on a envie de les aider. On a aussi envie, c'est l'opinion publique, que l'Ukraine retrouve son statut face à cette agression. Si vous aviez des conseils à donner à l'opinion publique, au gouvernement, pour arriver enfin à s'entendre, retrouver la paix entre la Russie et l'Ukraine, la paix entre la Russie et l'Occident, et la paix entre l'Ukraine et l'Occident, enfin voilà, que tout cela cesse. Dans le fond de ma question, est-ce que l'invective sur les réseaux sociaux, des couvertures de magazines, Hitler égale Poutine, etc., j'imagine que c'est pas le meilleur moyen de parvenir à l'objectif recherché. Non, sûrement pas. Sûrement pas. Sûrement pas. Alors,
pour moi, c'est extrêmement simple et en même temps extrêmement difficile. Je pense qu'aujourd'hui, les seuls qui ont voix au chapitre et qui sont écoutés par Poutine, c'est la Chine et les États-Unis. Terminé, c'est tout. Donc il faudrait que la Chine et les États-Unis, ce qui n'est pas évident, ensemble disent à Poutine, ça va, on arrête la musique, maintenant il faut rentrer chez soi. Mais c'est tout. C'est pas les coups de téléphone de Olaf Scholz ou de Macron ou de Boris Johnson ou les réunions à Antalya en Turquie qui vont faire avancer le schmilblick. Aujourd'hui, on est dans un monde géopolitique, dans un univers de géopolitique où seuls comptent les grands. Et Poutine, qui regrettait que le statut de la Russie ne soit plus un statut de grand, a gagné ses galons, et aujourd'hui la Russie est redevenue un membre de la cour des grands. Mais quand je dis les grands, c'est les très grands, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis. Le jour où les Américains et les Chinois diront stop à Poutine, je pense que les choses s'arrangeront. Tant que ils seront divisés, tant que les Chinois se tairont et que les Américains se contenteront d'applaudir le drapeau ukrainien au Sénat, ça risque de continuer jusqu'à l'occupation complète de l'Ukraine et même son retrait de la liste des États du monde pour devenir un oblast de la Russie poutinienne. Merci Christian Maigrelis. Quand vous dites les très grands, ça veut dire, si on paraphrasait Michel Audiard, la Chine, les États-Unis et la Russie sont ceux qui mesurent 2,10 m. Alors, on va dire à 1,80 m, on mettrait peut-être l'Allemagne et la Turquie, non? Si vous êtes d'accord. Voilà. Et la France, on est à 1,50 m ou on est à 1,40 m ou à 1,60 m? Ouais, on est à 1,50 m. On n'est pas négligeable, Dieu merci, on n'est pas négligeable. Mais c'est pas nous qui emporterons l'affaire, c'est pas nous. Voilà. Donc, parce qu'il nous regarde avec beaucoup de commisération quand même. Il se prend aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, il considère qu'il fait partie des très grands. La preuve, c'est que l'Europe n'a pas bougé. La preuve, c'est que l'Europe refuse d'intégrer l'Ukraine. La preuve, c'est que l'OTAN refuse l'intégration de l'Ukraine. Donc il a gagné là-dessus. La bataille internationale est gagnée. Il a regagné les galons de très grands qu'avait l'Union soviétique. Merci Christian Maigrelis, sujet passionnant. Christian Maigrelis, vous avez été conseiller de Mikhaïl Gorbatchev, vous étiez le seul étranger à conseiller Mikhaïl Gorbatchev quand il était président de l'Union soviétique, et vous avez publié Chose vue, le naufrage de l'Union soviétique chez Transcontinental d'édition. Christian Maigrelis, vous étiez en charge des questions économiques dans le cadre de la perestroïka et vous avez connu, comme vous l'avez rappelé, Vladimir Poutine à ses débuts. Vous continuez d'avoir des liens très forts, évidemment, avec tous ces pays et particulièrement avec la Russie, que vous connaissez bien. Merci pour cette analyse très très riche, Christian Maigrelis.